Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce jour, à la une, lors de sa participation au sommet énergétique Mission 300 à Dar es Salaam en Tanzanie, le président Ange Raduel a eu de nombreuses rencontres bilatérales avec des partenaires internationaux. Parmi ces rencontres, celle avec le directeur adjoint général du Fonds monétaire international ou FMI, Boli, qui a confirmé que le FMI continue de soutenir les priorités de Madagascar en matière de lutte contre le changement climatique et de la promotion de la production d'énergie renouvelable. Les détails avec Josica Ringénirine et Andoura Zajaïbe. Parmi les points qui ont marqué la participation de Madagascar à cette mission 300 sur la réforme du secteur énergétique à Dar es Salaam figure la rencontre entre le président Ange Raduel et le directeur général adjoint de la FMI, Boli. Elle revêt une importance particulière pour la promotion de l'énergie et de l'économie de Madagascar. Leur discussion s'est axée sur l'augmentation du taux de consommation d'électricité en fournissant une énergie suffisante, moins chère et durable, mais aussi renouvelable. Le président Ange Raduel a ainsi avancé les défis et les mesures prises par le gouvernement malgache pour le secteur énergétique, notamment la construction de centrales solaires qui peuvent réduire les dépenses du gouvernement pour l'achat de carburant pour la Jirama, la distribution de kits solaires aux habitants et la construction de barrages hydroélectriques. La révision des prix du carburant, condition requise par le FMI pour débloquer des fonds, a également été discutée. Le responsable du FMI, Boli, a apprécié tous les efforts du gouvernement malgache. Il a déclaré que le FMI est prêt à continuer à soutenir Madagascar dans des projets visant à faire face au changement climatique et à améliorer la production d'énergie renouvelable. Le président Ange Raduel a souligné que Madagascar atteindra la production de 1000 MW d'ici 4 ans. Cette réunion au sommet à Dar es Salaam et la rencontre avec le directeur adjoint de la FMI, Boli, est un tournant majeur pour l'atteinte de cet objectif. Et puisqu'on parle de projet du gouvernement, la mise en place des portiques de protection au niveau des deux côtés de la route, comme à Kourndjane et à Larbi, ont suscité la curiosité des riverains depuis quelques jours. Ce sont des portiques mis en place qui entrent dans le cadre de la réalisation du projet de transport par câble. Ils y seront installés pendant 2 mois selon le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Ces portiques ont été installés de manière à ne pas perturber la circulation. Reportage sur les images d'Nzara Djiansou. Cette structure en fer de part et d'autre de la route est appelée portique de protection. Leur présence a attiré l'attention des riverains, en particulier celui-ci qui a été installé au niveau de l'arrêt de bus ici à Kourndjane, raison pour laquelle nous avons demandé des informations aux techniciens du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, qui est le premier responsable de ce projet de transport par câble. Selon ces derniers, leur présence est nécessaire pour réaliser les travaux liés au transport par câble. Selon les informations techniques, un portique de protection est nécessaire pour le déroulage des câbles de télécabine, qui est une structure temporaire conçue pour assurer la sécurité des opérations de déroulage, d'installation des câbles dans un système de télécabine. En d'autres termes, il est utilisé dans l'installation des câbles qui relient les différents pylônes du transport par câble. En effet, ils sont conçus pour préserver ces câbles de la chute sur la route, ce qui pourrait entraîner des dommages. Ces portiques seront mis en place là pendant 2 mois. Il y aura ainsi des portiques installés sur plusieurs endroits, comme la ligne reliant Soarane et Kourndjane, entre avril à mi-juin, notamment au niveau de Jovena Antanmen, près de l'arrêt de bus, au niveau de la société Caudal et à l'entrée de Tana Waterfront. Un portique est installé entre les vendeurs de fleurs et l'arrêt bus d'Ivange et un autre au niveau du parking du dépôt du LPSA à Larbi de février à mars. Ils sont installés de manière à ne pas gêner la circulation, a déclaré le responsable au niveau du SENVH. Toujours dans cette page sociale, parlons des tarifs de transport. Justement, les tarifs de transport au niveau des stationnements de taxi-brousse privés connaissent une baisse jusqu'à plus de 10% selon l'enquête effectuée par nos journalistes aujourd'hui. Les lignes régionales et nationales sont concernées par cette baisse. Reportage de Fandesina Mireille et Yves Janel. La baisse du tarif de transport au niveau des gares routières et des stationnements est déjà effective. Cette baisse atteint plus de 10% selon les explications.
Pour ce stationnement de taxi brousse privé, le frais de transport vers Antsirabe était de 20 000 arrières auparavant, maintenant il est à 18 000 arrières. Mais cette baisse n'est pas la même pour toutes les lignes, qu'elles soient régionales ou nationales. Certaines lignes ont vu leurs tarifs baisser à 5%. Cette baisse dépend du prix à la pompe, selon les explications. Et dans la page faits divers de ce soir, un réseau de violences sexuelles mis en place par un ressortissant français de 58 ans à Mourndave a été démantelé lors de l'enquête menée par les forces de l'ordre. Et au vu de ce qui a été découvert lors de l'arrestation de cet étranger, il aurait agressé sexuellement 6 filles mineures et un enfant de 7 ans. De plus, il a forcé ces filles mineures à se prostituer et leur font réaliser des vidéos à caractère pornographique. Les détails avec Cécile Vin et Sétienne Gelab. Depuis plusieurs mois, 6 filles âgées de 16 à 17 ans et un enfant qui n'a que 7 ans ont été victimes d'agressions et abusées sexuellement par cet étranger de 58 ans. Toutes ces filles mineures sont originaires des communes et villes aux environs de Mourndave et issues de familles défavorisées. Le ressortissant étranger avait pris en charge les frais de scolarisation de ces filles. Il les hébergeait également, étant donné que leur établissement scolaire est situé à Mourndave. Néanmoins, derrière cette prétendue bienveillance se cachent des tortures et des abus sexuels. Les jeunes filles n'osaient pas le dénoncer par crainte des menaces qu'elles ont reçues. Finalement, un enfant qui s'était enfui de chez cet étranger s'est présenté à la police nationale et grâce à cette dénonciation, une enquête approfondie a été effectuée, ce qui a permis l'arrestation de l'étranger qui avait commis ces actes odieux. Les fouilles au domicile de l'étranger a également permis de découvrir des vidéos et des photos pornographiques dans son ordinateur, des photos qu'il avait imposées à des filles mineures. Par ailleurs, on sait aussi qu'il avait obligé les petites filles à se prostituer. L'enquête a permis de savoir qu'il y a encore une petite fille parmi celles qui ont été maltraitées par l'étranger, mais elle s'est enfuie à Antsirabe et est actuellement recherchée pour être prise en charge. L'enquête se poursuit actuellement et l'affaire sera ensuite envoyée au tribunal de première instance de Mourndave. Revenons dans la page sociale. De plus en plus de jeunes malgaches s'intéressent aux études à l'étranger. Selon les responsables qui accompagnent ces jeunes dans leur démarche, le Canada, les États-Unis et l'Allemagne figurent parmi les destinations les plus prisées. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Asna Rafalzonar. 10 pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, la Malaisie et Maurice, figurent parmi les destinations privilégiées des jeunes malgaches pour poursuivre leurs études après le baccalauréat. Depuis 9 ans, une entreprise spécialisée dans ce domaine facilite l'admission des étudiants malgaches dans 150 établissements de formation et universités répartis dans ces 10 pays, explique Miari Andjianian, sa directrice générale adjointe. Les étudiants financent eux-mêmes leurs études, mais l'entreprise les accompagne dans toutes les démarches administratives ainsi que dans la recherche d'un logement. De nombreux jeunes ont déjà réussi grâce à ce programme. La 7e édition de l'Education Global Expo se tiendra le 5 février à Tuamasin et le 8 février à Antananarivo. 20 universités étrangères y participeront. Des tables rondes seront également organisées sur l'immigration au Canada et les études à Maurice, au Rwanda et en Malaisie. Dans la page sportive, l'arrivée des inspecteurs de la CAF pour évaluer le stade Bariam à Masn en vue de son homologation est attendue dans pas longtemps. En effet, les points à améliorer requis par la CAF sont presque achevés actuellement. Un match amical entre les Baréas locaux et la sélection du PFL a déjà eu lieu sur ce stade samedi dernier et les responsables ont affirmé que tous les travaux seront terminés d'ici peu. Reportage de Anzar Aznaville et Oubrassam Manan. Le match amical entre les Baréas locaux et la sélection du PFL de ce samedi a été également un match pour tester le terrain de Mamasn après la rénovation totale du gazon. Outre le gazon, de nombreux travaux d'aménagement ont également été réalisés, notamment ceux exigés par la CAF afin d'obtenir son homologation. L'installation récente des tourniquets d'entrée au stade de Mamasn est également un pas crucial vers la conformité avec les normes de sécurité exigées par la Confédération africaine de football.
Pour les organisateurs du match amical de ce samedi, ils se disent être satisfaits du terrain et des rénovations apportées et ont ainsi exhorté tout un chacun à bien respecter les infrastructures au sein du stade Barry Mamassn, à respecter les organisations établies et les instructions pour sa pérennisation. Les amateurs de football espèrent que les matchs internationaux auxquels les Barrés participeront au cours de cette année se tiendront sur ce terrain de Mamassn. Dans les actualités internationales, ce 28 janvier à Goma, la vie suit difficilement son cours. Les combattants sont devenus plus épars. Au même moment, les rebelles du M23 auraient pris l'aéroport international ainsi que plusieurs quartiers. France 24. Un calme très relatif, l'occasion pour quelques habitants de sortir. Mardi à Goma, les combats sont devenus plus épars. La vie suit difficilement son cours dans des conditions très particulières. C'était un peu menaçant avec les coups de balles qu'on entendait, on a fait un peu peur. Alors on nous a coupé la connexion, donc on est coupé du monde. C'est un peu ça qu'on réclame, qu'on remet le courant et la connexion. Mais surtout, à part ça, ça va. Les tirs et les détonations se font de moins en moins entendre dans la capitale du Nord Kivu. Selon des civils, de nombreux corps sans vie jonchent le sol, notamment dans l'ouest de la ville. D'après des sources sécuritaires et humanitaires, les rebelles du M23, épaulés par des soldats rwandais, auraient pris l'aéroport international ainsi que plusieurs quartiers. Des échanges de tirs avec l'armée congolaise et ses alliés se poursuivent dans certains secteurs. Le conflit a fait l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la deuxième fois cette semaine. Depuis Goma, une responsable de la mission de l'ONU en RDC a alerté sur la situation humanitaire, vêtue d'un casque et d'un gilet pare-balles. Le niveau de souffrance qu'endure la population à Goma et dans ses environs est proprement inimaginable. Appuyons-nous sur notre humanité et faisons tout notre possible pour mettre fin immédiatement à de tels niveaux de violence et de souffrance. D'après les observateurs, les civils sont victimes de nombreuses exactions. Goma est privé d'eau et d'électricité, tandis que les hôpitaux ont le plus grand mal à faire face à l'afflux de blessés. Et après une journée de confusion, hier 28 janvier aux États-Unis, une juge fédérale a décidé de suspendre le gel de plusieurs milliards de dollars d'aide publique décidé par Donald Trump. L'opposition démocrate dénonce un braquage de républicains qui multiplie les annonces fracassantes. France 24. C'est en quelque sorte l'effet papillon de la politique Trump. En quelques paragraphes, dans un mémo gouvernemental, son administration a soufflé lundi un immense imbroglio juridique sur le pays. En annonçant le gel des subventions fédérales, le gouvernement suspend le versement de plusieurs milliards de dollars, impactant directement le quotidien d'une partie importante de la population américaine. Nous parlons de dizaines de milliards de dollars, de l'argent qui sert à financer la recherche contre le cancer, les programmes de repas scolaires, les prêts étudiants. La réalité est que l'aide financière fédérale, l'argent fédéral, est présent dans presque toutes nos vies d'une manière ou d'une autre. Mais quelques minutes avant l'application mardi soir de cette décision, une juge a suspendu temporairement sa mise en œuvre, après la saisine de plusieurs procureurs de la Californie à l'État de New York, au motif que la question des subventions fédérales dépendait du Congrès et non de la Maison-Blanche. Ce n'est pas une question d'opposition, il s'agit de la Constitution et de l'État de droit. Et nous avons tous prêté serment d'obéir à la Constitution et de la défendre. Il est clair que ces actions sont arbitraires et capricieuses. Sur le plan politique, démocrates et républicains s'écharpent sur la question de la séparation des pouvoirs. Pour la majorité, il s'agit avant tout de respecter la promesse de campagne d'alléger les dépenses publiques jugées inutiles. Je pense qu'il n'est pas anormal qu'une administration suspende le financement et examine de près la manière dont ces programmes sont dépensés et dont ils interagissent avec de nombreux décrets présidentiels. Donald Trump a agi de manière irresponsable. Alors qu'il jouait au golf, il a plongé le pays dans une crise. Ce n'est pas audacieux, ce n'est pas du leadership. C'est stupide, c'est crétin, c'est puéril. La suspension de cette mesure sera à nouveau débattue par la justice le 3 février prochain.
Et en Russie, le président russe Vladimir Poutine a fait savoir hier que son pays pourrait participer dans des pourparlers de paix avec l'Ukraine, mais il a exclu de parler directement au président Volodymyr Zelensky, qui l'a qualifié d'illégitime. France 24 toujours. Dans cette maison éventrée de la région frontalière de Belgorod, un enfant de 2 ans et sa mère ont été tués après une attaque d'une centaine de drones sur le territoire russe. C'est l'une des offensives de ce type les plus intenses de la part des forces ukrainiennes depuis le début de la guerre. Plus au nord, dans la région de Nizhny Novgorod, une raffinerie a été touchée. Elle se situe à 750 km de l'Ukraine à vol d'oiseau. À la peine sur le champ de bataille, les Ukrainiens ont intensifié leurs attaques aériennes et visent les installations énergétiques et militaires russes. Les troupes de Moscou progressent, elles, depuis des mois face à une armée ukrainienne moins nombreuse et ne sont plus qu'à 4 km de la frontière de la région de Dnipro. Mardi, ils se sont emparés d'une nouvelle localité dans la région de Kharkov. Le même jour, le président russe s'est dit prêt à participer à des pourparlers de paix. Juste avant de visiter une usine automobile et de fabrication de drones dans la région de Samara, il a néanmoins déclaré vouloir exclure son homologue ukrainien de la table de négociation. S'il y a une volonté, toute question juridique peut être réglée. Jusqu'à présent, nous ne voyons tout simplement pas une telle volonté. Il est possible de négocier avec n'importe qui. Mais en raison de son illégitimité, Volodymyr Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Mais s'il veut participer aux négociations, je désignerai des personnes pour y prendre part. Si le mandat de Zelensky a expiré, la législation ukrainienne interdit toute tenue d'élection tant que la loi martiale reste en vigueur. Le dirigeant ukrainien a rétorqué que Vladimir Poutine avait peur des négociations et qu'il utilisait comme à son habitude des astuces cyniques pour prolonger le conflit. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.